Un récepteur radio, un livre blanc, des stylos noirs, la peau retournée d'un renard, de la nourriture, un miroir, ce qui reste des cuillères d'argent. De l'eau, en bidon hermétique, l'eau des rivières, des piscines, celle des bains de minuit. Aucune photographie. Le souvenir de la peau, des bijoux de famille, une carte de la terre et du ciel, une lampe, un stéthoscope pour rompre le silence. Le bunker est le contraire du Nil. Le silence de la mer est à l'intérieur. Au-delà des remparts, des routes filent comme ailleurs vers des maisons inconnues, serrées lumineuses à l'approche de la nuit, roulées longtemps avant de se rappeler les limites de l'île dont on voudrait écarter les bords. Vérifie que si on suit une route, elle mènera quelque part, qu'on ne va pas se heurter à un mur qui ramène sans cesse. Au point de départ, il n'y a pas de silence, de grattement, de couinement, des buissons et des branches et le bruit des insectes, des élytres et des ailes. C'est si sec que tout craque, presque brûle. L'île s'est inversée comme une pièce pile ou face. S'il est impossible d'y pénétrer, il l'est tout autant d'en sortir. L'île, ça a été Madagascar, puis ce n'est plus une île, pas un pays, pas même une ville, juste un coin retiré de campagne. Tout, ou presque, est en place. Les cellules et les îles, les prisons, les navires, les routes qui reviennent sans cesse au point de départ, les bus qui ramènent à la frontière les fins de nous recevoir, un piège ou une fausse piste. Dans l'île, il y a le rivage, il y a le sable et l'eau, le vent et la lumière, tout un imaginaire qui vient sans cesse contredire ce qu'on a devant les yeux. Les impressions douloureuses que l'on ressent à terre disparaîtront rapidement en mer et bientôt ne seront plus que des rêves. Il y a Robben Island, il y a Rickers Island, Macronissos, Sainte-Marguerite, l'île Coiba au Panama, l'île de Gorgone, de Pianosa, Bastoy, Norvège, ou Langholmen. Il y a Lesbos, Lampedusa, il y a Nisko, Theresienstadt. On remet pied à terre, épuisé, un peu ivre, de n'avoir eu pendant tant de jours que la mer sous les pieds, pris de mal de terre sur le sol d'une Europe qui paraît bien terne comparée au mirage de l'île dont les façades vives resteront à peine un souvenir, un fragment de décor. La maison serait tombée au fond de l'eau où elle se dissoudrait comme un morceau de sucre. Il faudrait s'approcher de la surface pour l'apercevoir couverte de limons et de plantes aquatiques. L'eau bénie, colléante, cressante. Bien sûr, on ne distinguerait pas ces pièces, mais quelque chose de la maison resterait visible, comme une empreinte, une découpe noire. Ces eaux-là sont propices à ce genre d'impression. Puis la maison bascule et on dirait que ce sont elles, les îles, les maisons laissées, et puis le temps pulse une chaleur oubliée qui lentement se meuvent et reviennent. Du Nil, on entrevoit l'image quand on s'approche, s'éloigne des remparts, mais on ressent surtout l'isolement qu'elle suscite, la surveillance qu'elle permet, la peur qu'elle contient. C'est l'image du Nil inversé qui s'impose,
La terre ferme est derrière les remparts, et au milieu, une sphère évidée où l'on se tient pourtant. L'île n'est plus un paysage, c'est un sentiment. On est chez moi, car il pense comme moi. Par un coup, paraît que c'est l'orage qu'on meurt. Excusez mes sautes d'humeur, on dit que ça ronge la peur. On se leurre, tout dépend de l'alliage et de l'ampérage. Et moi chez l'épice, mes cœurs, coup de tonnerre. Moi je sors là, comment rester sage à mesure que trotte de l'heure, bouffe les nerfs. Ma canapé, le car il pense comme moi. On est chez moi, car il pense comme moi. Par un coup, paraît que c'est l'orage qu'on meurt. Excusez mes sautes d'humeur, on dit que ça ronge la peur. On se leurre, tout dépend de l'alliage et de l'ampérage. Et moi chez l'épice, mes cœurs, coup de tonnerre. Moi je sors l'orage, comment rester sage à mesure que trotte de l'heure. Excusez mes sauts d'humeur, on dit que ça rompe. On se l'a, tout le monde l'orage, tout le monde rage, de manger les pistes, mais coup de l'air. Excusez mes sauts d'humeur, on dit que ça rompe. On se l'a, tout le monde l'orage, tout le monde rage, de manger les pistes, mais coup de l'air. Sur le papier, vous êtes tous les mêmes. Deux bras, deux jambes. Pour moi, sur le papier, vous êtes tous les mêmes. Ce qui va faire la diff, c'est la tête, le mental, la hargne, les crocs, les mâchoires bien crispées, les mandibules bien dures, le trou de balle bien serré, les tempes bien compactes, bien ramassées, le regard bien froid, le front bien bas, prêt à pousser. Sur le papier, tous les mêmes. Ce qui va faire la diff, c'est la tête, le mental, la hargne. La hargne va faire la diff, l'acharnement. Sur le papier, tous les mêmes. Égaux, deux bras, deux jambes, mais l'acharnement, y aller. Pousser, 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 pousser. Rien lâcher. Pousser, 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 pousser. Ne rien lâcher. Pousser, 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 pousser. Même quand ça tire. Pousser, 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 pousser. Même quand ça fait mal. Pousser, 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 pousser. Même quand le corps hurle. Pousser, 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 pousser. Même quand le corps se déchire. Pousser, 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 pousser. Même quand la douleur remonte la nuque. Pousser, 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 pousser. Surtout quand la douleur remonte la nuque. Pousser, 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 pousser. La douleur n'est qu'une information. Pousser, 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 pousser. Quand elle tire, hurle, déchire, quand elle remonte la nuque, il faut débrancher le cerveau. C'est simple, débrancher le cerveau. La douleur n'est qu'une information, tu ne vois plus rien. Tente à oxygène, tant pis si ça se termine sous la tente à oxygène. Surtout ne rien lâcher dans la lumière. Tu la vois la lumière? Non, tu ne vois plus rien. Tu la sens la lumière? Oui, c'est ça qui est bon, c'est la petite porte. Pousse la petite porte, il faut pousser la petite porte et passer la petite porte, rentrer dans la petite porte, voir ce qu'il y a derrière la petite porte. Dans la lumière, la hargne, faire la diff comme un vrai, comme un bonhomme. La petite porte comme un vrai bonhomme. Une femme aussi peut être un vrai bonhomme. Oui, il suffit de pousser, il n'y a plus de genre. Pousse, il n'y a plus de sexe. Pousse, il n'y a que des têtes. Pousse, il y a le mental. Pousse, et les crocs. Pousse, la lumière. Pousse, tous. Pousse, petite porte. Pousse, on pousse tous. Pousse, deux bras, deux jambes. Pousse, derrière la petite porte. Pousse, tous des vrais bonhommes. Pousse, toucher, cracher les poumons. Pousse, débrancher les cerveaux. Pousse, douleur, information. Pousse, plante à oxygène. Pousse, tous ensemble. Pousse, tous même poussent, sur le papier poussent, tous égaux poussent, tous 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 poussent, gauche, 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 direct, gauche, 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 direct, droit, crochet, crochet, droit, 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 gauche, 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 direct, gauche, 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 direct, gauche, 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 direct, gauche, 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 direct, droit, crochet, crochet, droit, droit, droit.
Attends, toi, tu sais même pas ce qu'il a fait. Attends, c'est abusé. L'autre, là, ouais, toi, l'autre, je t'appelle comme je veux. L'autre, vas-y, arrête, j'explique là. Bon, l'autre, déjà, il me parle pendant les cours, tu vois, alors que j'ai rien demandé, tu vois. Mais si, c'est toi qui m'as parlé en premier. Mais si, mais fais pas le gamin. Le gamin, bon, tais-toi, j'explique. Qu'on dise pas que c'est encore de ma faute. Bon, l'autre, il me parle pendant le cours alors que je lui ai rien demandé. Si, alors je lui dis de se taire, parce qu'il y a le prof qui nous regarde, tu vois. Et puis, je m'en fous, au fond, de ce qu'il me raconte. Mais il continue, tu vois. Et là, il y a la prof qui commence à m'engueuler, à dire que je suis dans les mauvaises histoires, que c'est vraiment pas jamais de ma faute. Mais là, c'était pas de ma faute, tu vois. C'est lui qui me parle. Si tu me parles, il faut m'inviter pour un kebab ce midi. Mais moi, je m'en fous de son kebab. Même si je m'en fous de ton kebab, vas-y, toi, je t'explique là. Mais si je m'en fous de son kebab, tu vois, c'est pas comme ça qu'il va me racheter, moi. Ben, me racheter de quoi? Demande-lui. Tiens, il va moins faire le malin. Vas-y, arrête le mytho. Tu sais très bien de quoi je parle. Les SMS là, tu te souviens pas? Tu te souviens pas? Alors quoi, tu m'en parlais? Hein, hier, sur le téléphone? Hein, ça fait moins le malin. Tu vois, on me rachète pas avec mon kebab. Tu vois, surtout après ce qu'il m'a fait. Il a fait quoi? Bah, vas-y, dis-lui. Vas-y, assume. Tu vois, t'assumes pas. Alors je dis, hein, il a dit des trucs sur moi. Vas-y, arrête de me faire rire là. C'est pas drôle. J'explique. Tu vois, il passe son temps à me déconcentrer. C'est pareil en cours. Et après, je me suis fait virer à cause de ces conneries, ces bêtises. Oui, je sais. Bon, laisse-moi parler, toi, je t'explique. Bon, il a dit des trucs à ses potes pour soi-disant, moi et lui, comme quoi, machin, on était tout ça. Enfin, tu sais, tu vois quoi? On était ensemble, quoi. Mais non, on n'est pas ensemble. Lui, t'as vu sa grosse tête? Dans ses rêves qu'on est ensemble. Vas-y, arrête de me faire rire, toi. Non, je rougis pas. Mais c'est lui qui me fait rire. C'est toi tout le temps comme ça. Et après, je me retrouve viré de devoir passer l'heure avec lui. Tu vois, non, on n'est pas ensemble. Non, je l'aime pas. Non, c'est pas de l'amour. Non, c'est de la rage. Non, c'est pas de la rage. Non, il me fait juste rire. Non, mais t'as vu ta grosse tête? Arrête de me faire rire. Vas-y, t'es un gamin, c'est abusé. C'est bon, je ris plus. Vas-y, arrête. Tu vois, il arrête pas. Il arrête jamais. Vas-y, arrête, tu me saoules là. Ouais, je rigole. Ouais, tu me saoules. Arrête, vas-y, arrête de me faire rire. Je te dis, vas-y, arrête. Vas-y, c'est un gamin. Non, c'est toi, vas-y, c'est ça. Je parle plus avec toi. Gauche. Direct. Gauche. Non, mais attends. N'écoute pas l'autre. Tu l'appelles l'autre, je t'appelle l'autre. Bah, si, c'est donnant. Tu sais pas ce que ça veut dire donnant? Chargeant le lico. Bon, l'autre, donc, elle me parle. Mais si c'est toi, avec tes histoires à la con, pardon, tes histoires de merde, pardon, tes histoires de gamine, ouais, c'est ça. C'est elle qui a commencé à me parler. Mais si, oh la mytho, t'entends ça? Elle écoute pas. Elle raconte n'importe quoi et tout. Oh la ouf. Non, mais ce qu'il faut entendre, vas-y, je te laisse dire. Vas-y, oh la mytho. Oh, je crois pas, non, mais j'y crois pas. Elle invente là tout. Bon, vas-y, laisse, j'explique. Donc, elle me demande ce que je fais ce midi après les cours. Je dis que je dois faire les devoirs de maths, de français et tout. Mais si je fais mes devoirs, oh la gamine, t'entends? Ne l'écoute pas. Tout le temps, elle me taille et tout. Je lui dis que je dois faire mes devoirs et tout. Alors, me dit qu'elle aussi, vu qu'on est dans la même classe, alors je lui dis qu'on peut les faire ensemble. Alors, je peux l'aider même à faire le devoir maison et réviser le contrôle et tout. Genre, je peux pas t'aider. Genre, j'ai pas des meilleures notes que toi. Oh la gamine, l'écoute pas. Bon, laisse, je raconte. Donc, je lui dis qu'on est allé réviser ensemble, mais d'abord, on pourrait manger ensemble et tout. Et elle, tu sais pas ce qu'elle me dit? L'écoute pas. Elle me dit, qu'alors, c'est moi qui dois payer le kebab. C'est une ouf, elle. L'écoute pas. Pourquoi je devrais payer le kebab, moi? Et là, elle me dit, parce que c'est toi le mec, et elle me ressort son histoire de SMS et tout. Mais en vrai, on a été ensemble. Bien sûr qu'on a été ensemble. 2 semaines, on a été ensemble. On a été au cinéma, quoi. On n'a pas été au cinéma. Alors j'étais tout seul, c'est ça? L'écoute pas. Bah si, on a été ensemble. Même tu me disais que t'aimais bien mes petites fesses là. Tiens, elles sont belles mes petites fesses. Hein, comme de petites pommes et tout. Tu disais, hein, tu vois, tu rougis. T'as vu, tu rougis ici, tu rougis. Vas-y, arrête de rigoler, tu rougis. Vas-y, arrête de rigoler là. Tu vois, c'est une gamine. Tout le temps, tu rougis. Tout le temps en cours. Elle veut me parler, ensuite elle rigole. Et ensuite on se fait virer. Et ensuite, se disant, c'est de ma faute tout le temps. C'est tout le temps pareil, tout ça pareil. Et elle a bloqué sur mes petites fesses et tout. Et puis elle est vénère de plus pas les avoir. Ouais, c'est elle qui est partie. Mais elle, quand elle est vénère, vas-y, arrête de rigoler, vas-y, c'est toi la gamine, vas-y, c'est ça, je parle plus avec toi. Gauche, direct, Excusez mes sauts, tu me rendais que ça monte à peur. On se lève, tout du remaniage, de l'empirage, et branché les pouces, me garde. Outre-mer, moi je s'enrage, moi c'est ça, moi je vais pas de l'heure. Outre-mer, ma gala, la carte, pas de sirène. On est sur moi, la carte, contre moi. Par un coup, par accélérage, je meurs. Excusez mes sauts, tu me rendais que ça monte à peur. On se lève, tout dépend de la viage, de l'empirage, et branché les pouces, me garde. Je dois voir pour les gars. Qui laisse son corps tomber comme ça, sans prévenir, de tout son haut, de tout son long, de toute sa masse. Un type qui, très simplement,
cesse de tenir vertical, accepte la gravité. Il relâche ses épaules, ploie sa cime, chute son torse et sans se presser, vient éclater sa face contre le carré bleu, embrasser le sol, sans crier. Un type qui se laisse mourir un temps, totalement. Ce n'est pas que le coup final, indirect du droit, était plus puissant que les autres, moins même. C'est juste que c'était le coup de trop, celui du chaos. Le chaos est un tout. Je viens de voir mon premier chaos. Le public n'arrêtait pas de gueuler « Vas-y, travaille-le !» Alors il l'a travaillé, et travaillé, et travaillé, et travaillé, jusqu'à ce que cet ultime direct le termine. Chaos. Les têtes hargneuses dans les coins se sont jetées sur le corps au sol bleu, ont formé un cercle autour de lui, barrage au regard, et à un moment donné, le type s'est relevé. Hissé par les têtes hargneuses, et le t-shirt rayé avait l'air soulagé. Chaos. Je viens de voir mon premier chaos, c'est une chose totalement folle. Aller dans le corps jusqu'à perdre conscience, s'éteindre d'un coup tellement qu'on a été allumé. Le fil de la lampe qui brûle, n'être plus qu'une palpitation à se sentir cesser et se sentir partir, tête en arrière comme dans les draps où une voix me dit d'arrêter, une main contre mon torse et le regard noir, arrêter les réflexes, arrêter la posture, arrêter la performance, arrêter l'imposture, pas de jury, pas de tête hargneuse, pas de rayure, ni chronomètre, ni statistique, ni étape, ni but à atteindre, pas de cuisse à saisir comme ça et de hanches à serrer forcément, pas de choc obligatoire sur la cambrure, pas de téton à mordre, pas de fracas de cul, pas de forteresse à vaincre, pas de butin à dérober, pas de bouton à appuyer, pas de cri à gagner, pas de trophée à prendre, pas de grade à obtenir, pas de points à trouver, pas de bravoure à prouver. Rien à prouver. Juste moi. Me laisser aller à être moi, vraiment moi, pas vrai bonhomme, pas conquérant, pas braconnier, pas de proie, pas de piste, pas de chasse, pas de dessus, pas de dessous, pas de côté, moi dans l'autre, l'autre dans moi, au même niveau. Alors stop ce bassin qui claque mécanique, attrape les mains qui cherchent une prise, étend le dos du prédateur prêt à bondir et submerge la bouche, et puis le cou, et la colonne jusqu'au bas du dos à en frémir, et les cuisses qui fondent, et les bras ballants, et les pieds tressaillent, et un baiser c'est déjà l'amour, et puis plus rien à prouver, plus rien à gagner, donc plus rien à perdre, alors s'y perdre, sans tactique, sans plan, sans schéma, totalement, dans la chair, dans l'autre, je ne sais pas, des larmes de joie comme seule preuve, des tressaillements partout la carne, des rythmes inouïs sans partition, et l'eau de corps, immense cortège qui serpente là par tous les draps, tête en arrière, froissement de peau, accord de souffle, râle saccadé vers les aigus qui montent haut comme un plongeon, un saut de l'ange qui devient bombe, ou bien une chute qui laisse des marques comme les plumes de gouttes alors de ancienne grange à paille, tous devenus ateliers, débarras pour outils de jardin, local poubelle, garage à vélo, garage à voiture. Carrés de briques rouges et tuiles rouges nuages, gouttières qui ont charrié combien de pluies et d'orages, liserés métal en ce décor rouge, le tout en serre une pelouse vert sombre, qualité sport, ombragée d'un vieux marronnier. Au tronc large comme une table de salon. Un vieux tronc d'avant nous, bridé et calme, poussant ses branches au-dessus de la pelouse, au-dessus des toits des clapiers qui ont conservé leur nom s'ils ont perdu leur fonction. Vue de la cour, la maison a deux grands yeux sévères, fenêtres du salon et de la salle à manger de part et d'autre de la porte d'entrée, qui est un rectangle blanc au carreau gris translucide. Mais de l'extérieur, seule l'ombre de l'intérieur paraît. Elle a le front bas, cette maison, et ta chambre est à l'étage. Un Vélux essaie parfois d'aérer les vieux souvenirs. À l'arrière du crâne, le grenier poussière et noir et blanc, vieille valise de cuir comme on n'en voyait déjà plus alors. Ta mère garde tout depuis toujours, et sa mère avant elle. Photos de famille, vêtements d'enfants, pendentifs, une broche de cheveux, quelques autres objets qu'on découvre au grenier sans qu'ils aient besoin d'y être rangés. Tu as 10 ans, par la fenêtre de la salle à manger, je te vois regarder la cour de pelouse divisée par le chemin d'allée. Au bout du chemin, la grille de fer forgé est comme une deuxième fenêtre sur le bandeau gris de la rue où passent voitures, marcheurs, enfants qui jouent, tracteurs, chevaux et chiens. Tu vois enfin les champs, disons qu'ils sont de blé au début de l'hiver, et que de jeunes pousses vertes forment un duvet sur la terre froide. Jusqu'à l'horizon bordé de platanes de la nationale, c'est la direction de l'Est.
Devant la grille et devant les murs crépis de blanc de l'autre côté de la rue, les 2 champs de blé, de pommes de terre, de petits pois, jamais en jachère, bien qu'ils le furent sans doute il y a 100 ans ou plus. Ces 2 champs sont le plus souvent de cultures différentes et ne s'entendent guère. Séparés par une haie géante de hauts peupliers, saules, chênes, pommiers, noisetiers, sureaux, ronciers, orties, pierres tranchantes et ombres cachées sur les 3 chemins de terre et de chaos. Premiers baisers, premiers ébats, premiers petits animaux torturés, premiers feux de paille. Le village. 2 routes perpendiculaires se coupent en son centre. 4 rues, un centre. Leur perspective vers les points cardinaux, plan de ton enfance. L'Est apporte le froid. Le matin, le soleil, avec sa lumière blanche, dépose le givre sur la pelouse et l'hiver, la neige. L'Est amène ta famille, car là-bas, qui borne l'horizon, il y a la nationale bordée de ses platanes et ils arrivent tous de là, en voiture. L'Est apporte la nuit. Le noir teinte d'abord l'Est. Tout ça, évidence, cliché qui semble faire marcher le monde, et c'est bien là que tu vis, et les clichés sont ton seul bagage de sens. L'Est apporte l'éveil lent et fondu qu'a le mouvement des branches dans tes rêves végétaux. Mais l'Est, c'est d'abord la pelouse de la cour verte, puis la rue grise, et le champ variable, et le gel gris pâle, et la neige blanche. Et quoi, plus loin, de plus en plus blanc, jusqu'à l'infini. Une frontière sans doute infranchissable pour toi, car au-delà de la ligne de bitume et de platane, rien. D'autres champs, tu sais, d'autres villages, mais une ville peut-elle se trouver à l'Est? Quelle ville de givre pourrait supporter le poids des hommes? L'Ouest, vers où va l'autoroute, qui vient du sud, en un léger virage. Tu aurais pu, dans le cliché de ton esprit, marquer le contraire pour cette borne ouest, que l'autoroute vienne de l'ouest et fonce vers la lumière du sud, tout enfin clair et chaleureux, mais quand tu la regardes depuis ta chambre à l'étage, sur la pointe des pieds, dernière marche d'un escabeau, le menton posé sur le rebord du Vélux, la perspective donnée par l'orientation de la maison, la courbe de l'autoroute vers celle de l'horizon est autre, c'est comme ça, c'est vers l'ouest. Et la nuit, il y a le halo des phares jaunes, puis blanc avec les années et les normes, qui sert de décor au long et continu défilé des phares rouges qui partent. Ruée mécanique vers l'ouest, ruée au bout de laquelle tu ne sais voir qu'une ville. La nuit appelle encore plus que le jour. L'ouest, le soir d'été, le ciel sans nuages, capot métallique bleu-orange au-dessus du désert, ses champs récoltés, quand les voitures, les camions, dans un boucan d'urgence, foncent vers l'horizon, le bruit de leur moteur mourant quelque part entre les champs, les arbres, le cuivre bleu du ciel. Ce crépuscule, couleur d'un bord de ville, d'une ville toute proche, cachée, là, juste derrière l'horizon affamé, nourri de tous ces véhicules aux yeux rouges. L'ouest, le plat terreux, le ciel creux du soir au reflet de chrome, le goût d'Arizona de tout ça, hérissé des peupliers grands cactus et des diplodocus agricoles en sommeil. Le sud, brillant, trop de chaleur, autre cliché, autre fondation sans laquelle le sol de terre s'écroule. Le sud, comme tenu là-haut par un soleil boule, ignoré par l'attente de la pluie. Après la récolte, tu aimes aller là-bas faire du vélo dans les champs. Dans les champs dont le sol est bien tassé par les roues de l'arracheuse, piste, glissade, autoroute de terre, seule à circuler dessus. Le sud est cul-de-sac, l'autoroute coupe la campagne de son rouleau odorant, son vacarme de noir de Styx. Les ponts sont des bornes et puis tout est trop loin, éblouissant. Une ville là-bas, une ville de feu peut-être à éviter. Chaque jour, la famille qui part au travail, au collège, vers les courses, c'est par la route du sud, qui saute par-dessus l'autoroute, qu'elle revient au village le soir. Le sud et le soir. Soir d'hiver, on y cherche la chaleur, les dernières lueurs de la vie. Soir d'été, on y cherche Vénus, première à éclairer la nuit. Soir de semaine, on y cherche les phares du père qui rentrent de l'usine, ceux du car scolaire avec la sœur, silhouette dessinée par l'absence. Soir de mercredi, c'est toi qui reviens avec la mère du supermarché. Soir de week-end, parfois tu es resté avec un ami, un voisin.
Le sud des départs, l'été, grandes vacances, cette route plus court chemin vers le péage. Direction beau temps et plage. Cliché respecté, le monde se construit, le lieu commun, banal, simplement, heureusement lisible. Au temps de tes premiers tours de roue devant ta maison, qui est celle la plus au nord du village, il y a au sud de ta rue une frontière qui marque le centre. Stop à ne pas dépasser pour cause de rue principale dangereuse, symbolisée par le noyer de la maison du vieux Glaise. Sur le trottoir de pelouse devant chez lui, où, sous ses fenêtres, poussent hortensias et fougères, la terre noire est stérile sous les branches basses et sombres du noyer, rien ne pousse. Que l'ombre sur cette borne vénéneuse, amer brou ou tout pourri. Et la menace de chute si tes roues sur les coques venaient à glisser, tu t'imagines tomber dans ce sol morbide, t'enfoncer dans ce poison poisseux, Tout le monde baisse ne pas les dépasser yeux. le noyer, ne pas venir nourrir Je de ton regarde cadavre cet une engrais fusée mortel. qui n'existe pas. Je travaillais dans un hôtel. Je faisais disparaître les portes. Mes parents m'interdisaient de sourire dans le noir. On pourrait construire une deuxième ville au-dessus de chaque ville. On pourrait construire un deuxième étage. Certains morts brillent sous terre. La lumière dépasse de leur tombe. Si on regarde assez longtemps une pierre, on peut voir à travers la pierre. Le miroir me contredit. Quand je me regarde dans le miroir, j'essaie de ne pas me ressembler. Quand je regarde le miroir, je ne me regarde pas. Je regarde le miroir. Je regarde la surface du miroir. Sans miroir, les lèvres tombent. Le miroir retient mon visage. Il m'empêche de vieillir. Je n'ai pas de miroir. Je me regarde dans un mur. Le mur me reflète. Les miroirs sont tolérants. Ils reflètent n'importe qui. Ce n'est pas la peine de se regarder dans le miroir, parce que quand on regarde bien son ombre, on peut se voir. Il y a un homme et une femme qui sont allongés sur leur bébé car il est plat. On peut se laver les mains jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Le soleil a traversé tous les habitants. Il y a toujours quelqu'un qui existe quelque part. Quand on jette un caillou dans le miroir, le visage part avec le caillou. Quand on tombe de très haut, on meurt parce qu'il n'y a pas de porte dans le sol. La gravité me pousse contre les murs. La gravité me tire les cheveux. La gravité est triste. La gravité n'a pas d'amis. La gravité n'a pas de famille. La gravité n'a pas d'enfants. La gravité ne peut pas avoir d'enfants. La gravité déteste les enfants. Elle les fait tomber. Elle les fait rouler. La gravité empêche les petits-enfants de marcher sur les toits des immeubles. Elle les empêche de passer par-dessus les immeubles. On regarde un immeuble, on regarde les immeubles, et si on regarde bien l'immeuble, il tient. On regarde l'immeuble et on le fait tenir dans notre esprit. Quand on est malade, on est couché, on met les malades couchés, on les met tous couchés dans un immeuble. Tous les malades sont couchés dans un immeuble, ils sont tous les uns au-dessus des autres dans l'immeuble, on est allongé dans l'immeuble, on marche dans l'immeuble, et un éclair traverse l'immeuble. Il traverse tout l'immeuble, il traverse toutes les personnes qui sont dans l'immeuble, il traverse tous les crânes de chaque personne qui sont dans l'immeuble. L'éclair n'a pas d'amis, il n'a pas de famille. L'éclair n'a pas d'outils, il n'utilise pas un marteau, il n'utilise pas un tournevis. L'éclair n'a pas de vêtements, l'éclair n'utilise rien. L'éclair s'utilise lui-même, exactement comme font les animaux. L'éclair s'utilise lui-même. Je vois un éclair qui arrive,
je vois un éclair, donc je tends les mains et j'attrape un éclair dans mes deux mains, je le réceptionne dans mes deux mains, j'ai un éclair dans les mains et donc je l'utilise. Je l'utilise pour l'anniversaire d'un ami, je l'utilise et je lui offre un éclair de mes deux mains, je lui donne à ses deux mains. Mon ami prend l'éclair dans ses deux mains et il décide de l'enterrer dans son jardin. Il enterre un éclair dans son jardin. Nous marchons sur des éclairs. Nous marchons sur des éclairs qui sont enterrés. Il y a des problèmes, des problèmes sous la terre. On ne peut pas respirer sous la terre à cause de tous les éclairs qui sont enterrés sous la terre. Tous les jours, le même trajet, même heure, même place, et les voisins de compartiments identiques à la veille. On enlève son manteau, on s'assoit dans le sens de la marche, et le train démarre. Le paysage défile, toujours le même, et jamais tout à fait pareil. Le regard se laisse aller, à rêver et glisser à la vitesse du train. Des endroits que l'on connaît toujours sous le même angle. Il suffit qu'un jour, le train rencontre un problème technique, une avarie, un accident, et tout s'arrête, se transforme radicalement. La perspective ainsi modifiée nous déstabilise. On ne sait plus où l'on est. Pourtant, le train s'est juste arrêté dans une gare du parcours. Il a fallu descendre, sortir du cocon chaleureux du compartiment pour rejoindre la gare, plus aucun train ne pouvant circuler suite à un accident matériel. On se retrouve devant la gare, sur le trottoir, et l'on regarde la foule des voyageurs perdus, sortis d'eux-mêmes et de leur tranquille habitude, mis en danger, littéralement ailleurs. Sur le pont Saint-Louis, une jeune femme, accoudée sur le rebord du parapet, paraît attendre quelqu'un. Elle ne le connaît pas. Ils ne se sont jamais rencontrés. L'impression d'un rendez-vous auquel il se rend sans même y avoir été invité. Mais cette image-là de la jeune femme à cet endroit précis du pont, sous cette lumière, dans cette position, bras gauche replié contre sa poitrine, posé sur le dessus du parapet métallique du pont, bras droit relevé, main dans les cheveux, le geste de se recoiffer brusquement arrêté dans son mouvement, la joue au creux de sa paume, dans l'attente. C'est une image qu'il gardera toujours en tête, incapable d'en saisir l'origine, s'il l'invente ou la fantasme. Cette image s'imprime dans son œil d'abord, dans son esprit ensuite. Il ne devine pas ce qui le fascine, ce qu'il voit de l'image fixe dans son mouvement. Quand il s'approche d'elle, au moment où il pourrait la toucher, à portée de main, elle va se relever, se tourner légèrement vers lui et lui sourire. Écrire sur le corps de l'autre, celui que l'on connaît comme l'étranger, tatouage éphémère. Le corps des mots expose le corps pris dans les mots, son corps à corps avec les mots. Dans le mouvement et le déplacement continuel, l'alliance entre l'écriture et le corps. La musique envahit la pièce de ses rythmes étourdissants. Il faut agir vite, tu le sais. Tu saisis son bras comme le fait l'infirmière, avec prévenance. Vous échangez quelques mots, pas le temps de parler longuement, au risque de rompre le charme de cet instant. Et tu te lances. Le feutre dans la main droite, tu commences à tracer les mots directement sur la peau, en dessinant les lettres avec attention, une graphie élaborée, soignée. Penchée sur le bras, la jeune femme ne voit pas ce que tu lui écris, elle le découvre progressivement. La limite entre le corps et le corpus devient alors insaisissable, lettre à lettre, en écho avec la musique, partition tatouée sur l'épiderme, dans cette circulation enchevêtrée de sons et de sens. Il faut nécessairement de la lumière pour vivre. Le présent est notre endroit, notre domicile. Nous avons besoin d'espace pour vivre. Nous cherchons un lieu mouvant pour nous fixer, habiter ce qui nous réunit et ce qui nous divise. Notre chemin se dessine entre l'ombre et la lumière. Il faut du contraste, un minimum de contraste, de l'obscur autant que du lumineux. L'ombre se projette, s'imprime sur le tronc de l'arbre avec une précision et une finesse de dentelle, une fraction de seconde.
L'écorce est une peau, l'ombre l'habille de son tissu aérien, aux limites de la pénombre et de l'obscur. Je me souviens de cette photographie des ombres d'un homme et de son échelle à Hiroshima, restée imprimée sur le mur de la ville à cause de la chaleur dégagée par l'explosion nucléaire. Ce qui faillit dans le monde, ce qui fuit, disparaît, entrecroise absence et présence. Poussière des choses détruites, rendre vivant le rapport à la mémoire, l'instant du danger, et soudain, c'était trop tard. Je déteste les histoires, puisque les histoires font croire qu'il s'est passé quelque chose. Or, il ne se passe rien. Les effets de réverbération indiquent une présence omnipotente, céleste. Les échos démultiplient, décomposent encore l'espace et le vide glacial. Mais personne ne semble répondre aux échos, personne ne semble vivre ici. On fuit une situation pour une autre. Et si nous tendons l'oreille, aucun pas même ne se fait entendre, aucun bruit. Tous sont là, fantomatiques. Idée forte de mise en son d'un vide béant prêt à avaler tout le monde, à l'image des perspectives vertigineuses. De nos jours, il n'y a que des situations. Toutes les histoires sont dépassées, elles sont devenues lieux communs, elles sont dissoutes en elles-mêmes. Il ne reste que le temps. La seule chose qui soit réelle, c'est probablement le temps. Un monde du silence où il n'y a pas exactement de silence, mais une infinité de bruits, et dans lequel chacun crée son monde. Fluidité d'une coulée sonore continue. Celui qui marche en ville, qu'il flâne ou qu'il se rende d'un pas pressé à sa destination, compose une partition qui lui est propre. Ses voies, toutes tracées, ses chemins délimités qu'il emprunte impérativement, voies qu'il suit sans possibilité de raccourci, d'issue de secours ou d'échappée belle. Dans la porosité des espaces publics, le degré de connectivité des rues, tous ces itinéraires contraignants que l'habitude nous fait suivre sans réfléchir, certains s'en affranchissent avec leurs pratiques imprévues, en coupant court à travers le lieu de tous les passages passés, en trouvant l'accès le plus direct possible, délimitant à leur tour une nouvelle voie à suivre qui parfois rencontre l'assentiment de tous. Ces chemins de traverse qui se dessinent progressivement sous la charge de leurs pas, l'usure de leurs pieds, revenant sans arrêt dessus, nouveaux chemins empruntés par le plus grand monde. Spatialité et temporalité mouvante qui nous font ainsi sortir des sentiers battus. Le provisoire est le propre de la ville. La métamorphose, son quotidien. Quand j'ai des doutes, quand je ne parviens plus à réfléchir, quand je me sens oppressé et ne comprends plus rien, je me lève et je sors marcher. Pas besoin de but, de direction. Je me mets en route, en mouvement. La réponse vient en marchant. Il suffit de se promener pour comprendre enfin, y voir clair. C'est comme si le rythme de nos pas, la dépense et l'échauffement de nos muscles, la circulation du sang battant nos tempes et le souffle court qui retrouve sa vitesse de croisière nous ramenaient à nous, nous ranimaient. Nous faisons remonter à la surface ce que le quotidien, le travail et son aliénante répétition nous font oublier avec le temps. Ce qui se transforme en ville à tous les chantiers, les instructions ou les démolitions laissent ces traces, mais acceptent qu'on les ignore. Question de temps et de dimension. La réponse vient en marchant, et c'est la ville qui nous répond. C'est elle qui a le dernier mot. Un mur qui fait office de miroir, une glace sans teint. Je veux que tu m'écoutes, j'ai besoin de parler. Ta voix ne me quitte plus depuis que tu n'es plus à mes côtés, elle m'entête. L'impression de t'entendre tout le temps. Tes paroles s'entremêlent dans le tumulte de mes pensées. Ce que l'on dit ou ce que j'entends, les bruits environnants. Je te demande de ne pas m'interrompre et tu obéis sans me reprendre, presque soulagé, mais tu te mets à me poser des questions, comme si tu pensais que c'était nécessaire pour me lancer. J'ai besoin de silence, surtout. Je te tourne le dos, assis contre la paroi du miroir, et je te parle dans le combiné du téléphone prévu à cet effet. Tu réagis à ce que tu apprends sur moi. Ton visage se transforme dans le miroir. Mon image se révèle.
C'est au moment où tu t'approches de la glace, le nez contre la vitre, les mains au-dessus de ton front pour éviter que la lumière ne t'éblouisse et ne t'empêche de m'apercevoir dans la pénombre, que tu me vois enfin. Je voyais partout en ville des signes de ta présence. Pendant des années, je les avais soigneusement préparés, façonnés. Aujourd'hui, j'en payais le prix fort. Je te voyais à chaque coin de rue, les traits de ton visage dans celui de toutes les femmes que je croisais, et même parfois dans ceux des hommes. La détresse et la mélancolie s'étaient emparées de moi. Je te voyais partout, dans les couloirs du métro, dans la rue. Je suivais des inconnus qui ne te ressemblaient pas vraiment, mais je voulais croire que c'était toi. Tout m'échappait. Ton absence envahissait mes rêves et mes jours. Des signes, un regard, un sourire, le plissement de la commissure de tes lèvres, l'index caressant nonchalamment le dessus du sourcil, distraite ailleurs. La manière de relever tes cheveux, de mordiller l'ongle de ton pouce en réfléchissant avant de répondre à une question, de soupirer quand il faisait un peu chaud, de fermer les yeux quand je t'embrassais en prétextant vouloir regarder Il est 20 l'image ans. intérieure. La cité s'appelle le Corral. Une masse qui gluit dans la nuit, une masse bariolée de lumière jaunâtre. Et au sommet des gradins, le mur a été tagué d'une double déclaration. Le combat n'est régi que par 2 règles. Interdiction de mettre les doigts dans les yeux. Tout le reste est permis. À 21h30, ça commence à fusiller dans les westerns. Première détonation, première balle perdue, première mort des anonymes, des sales tronches. « 21h35, la cité s'appelle Cité des Pigeonniers. Bâtiment B, des fauves dans le hall. GTA est interpellé. Les fauves veulent du feu, GTA donne du feu. Le briquet tourne entre les mains. Jusque dans celle de Boy. Hé, hey, garçon, mais qu'est-ce que tu fais? Pas de réponse. Ce sont les fauves qui apprennent à fumer aux petits. C'est-à-dire qu'ils leur prennent du blé et que les petits leur refilent une taf ou deux en contrepartie. Chanvre indien, la méthode des fauves.
l'univers est infini, pas le nombre des âmes. Et la vérité est qu'elle resserre. Et à force de servir, elle s'épuise. Alors GTA aimerait demander à Boy s'il sait ce qu'est la fossette sur sa lèvre. Ce qui a changé cette résidence dans le pratique ou questionnement par rapport à d'autres précédentes. Et la première chose pour moi qui est peut-être la bascule la plus en travail, avec le paradoxe que certainement quand on présente ces dossiers ou qu'on doit justifier de ce qu'on va faire, c'est toujours avec des énoncés de vocabulaire qui doivent être déjà reconnus alors qu'on avance en pléno sans savoir du tout où on va. C'est à quoi ça sert d'être auteur dans une bibliothèque, et que le premier déplacement, il est peut-être paradoxalement le plus difficile à se déplacer soi à l'intérieur. C'est que en quoi, même les mots bibliothèque, médiathèque, moi je préfère dire toujours bibliothèque, même en étendant à tout ce que c'est là, c'est en quoi c'est d'abord une relation et pas avant d'être même un bâtiment. C'est-à-dire que la première chose qu'on vous offre quand vous venez là, c'est tout simplement, c'est pas forcément l'enclosure où on se retrouve chez soi, mais c'est tout cet extérieur où précisément les repères se perdent. Et les repères pour moi ici à Argenteuil, c'est par exemple cette folie d'urbanisme, qui n'est pas un urbanisme fou, mais qui est pas forcément un urbanisme malade, mais c'est un urbanisme qui a du mal même à se formuler pour se refaire de l'intérieur. Et plastiquement, par exemple, qu'est-ce que c'est étonnant, moi le trajet que je faisais le plus souvent, c'était la radiale d'ici au lycée Fernand Léger, c'est-à-dire ce tissu avec un hôpital qui devient une ville en elle-même, mais une ville complètement étanche, un trajet que si on le fait en bus, ça met 40 minutes parce qu'il va... La tâche de l'auteur, elle est que précisément même dans ces moments où on est mis sur le bord, mis sur la touche, survient le non prévisible, et que ce non prévisible, qu'est-ce qui catalyse, lui, à ce moment-là, de formulation, de récit possible, et tout simplement de symbolique. Pour moi, l'exemple le plus flagrant, c'est dans cette vieux centre-ville, une espèce de grande alvéole commerçante où on retrouve évidemment la même normalisation que partout, avec ces escalators, et puis tout d'un coup se retrouver à demander son café dans un lieu qui a priori comporte une terrasse, mais une terrasse à l'intérieur, qui est cernée par un rapport de la marchandise qui forcément est de la sous-marchandise, c'est-à-dire que la pauvreté s'exprime par ce qui est le contraire, c'est-à-dire la possibilité de dépenser du symbolique, mais d'emblée penser comme ce que les pauvres peuvent dépenser pour leur symbolique. Et comme tous ces trucs toujours sont chargés dès qu'on passe à la formulation, ils peuvent vous être renvoyés complètement dans la figure, et puis la personne à côté de qui vous prenez votre plateau pour prendre la tasse de mauvais café, puis s'installer, faire son wifi dans le centre commercial, parce que c'est nettement plus facile qu'à la bibliothèque, où tout est encore tellement difficile parce que c'est Internet et que c'est grave, que la dame qui est juste à côté de vous commence
a raconté que c'est la première fois qu'elle revient depuis 4 mois, et puis simplement, c'est l'ascenseur qu'on vient de prendre là, un enfant de 7 ans a été pris dans cet ascenseur, les portes fermaient mal, et l'enfant est mort, et puis tout d'un coup, on s'aperçoit que tout le centre commercial, les gens autour, le gars qui sert le café, porte encore ce truc, et que tout d'un coup, cet enfant mort porte en lui toute cette symbolique du centre commercial, et c'est ces petits trucs symboliques qui sont ce qui nous permet d'articuler ce qui a priori est une diffraction vague, mais une diffraction tellement chargée oui, je disais Cergy, on peut prononcer Cergy, c'est une construction de ville avec un projet, isoler une dalle avec une idée de couche moyenne qui se répartissent autour d'une Fnac où on trouve tout ce qu'on veut, un centre Auchan où on trouve tout ce qu'on veut, des rues commerciales piétonnes faites sur des plans tirés, des choses moyenâgeuses, c'est-à-dire quand on se retrouve à Cergy, on est sur une ville complètement jumelle de Louvain en Belgique, et une ville par exemple où c'est pas la peine de prévoir un cimetière puisqu'on est sur une ville neuve, etc. Et avec des modèles qui sont strictement en échec, puisque la dalle piétonne qui est au premier étage, elle est censée être l'espace de convivialité et de partage, les bagnoles censées rester au rez-de-chaussée comme elles sont à Bobigny, et puis évidemment toute la vie, tous les trafics de cam, etc. se passent dans les parkings, et puis vous pouvez y aller photographier tout ce que vous voulez, puisque les dealers vous savent bien que vous n'êtes pas un type dangereux, et puis que on peut vous laisser photographier tout ce qu'on veut, alors qu'à Argenteuil, on ne peut pas photographier. À Argenteuil, on n'a pas cette division, et donc les signes sont tellement plus difficilement lisibles. Mais c'est la première fois dans ma vie qu'on me donne la clé d'un lycée. C'est la possibilité d'entrer dans un lycée, faire ce que à n'importe quel moment, et où on me dit « tu es ici chez toi ». Après, ça implique que ça règle pas la question. Ça règle pas la question que vous êtes sur un modèle, vous dites de 8 à 10, tu as la seconde pro, et puis de 10 à 12, tu as la seconde générale. Et est-ce que la seconde pro et la seconde générale, c'est différent? C'est-à-dire, c'est quoi la différence? Les gamins sont les mêmes, ils vivent sur les mêmes paliers, dans les mêmes caves. Simplement, à certains, on a dit, toi, si tu te bagarres bien, tu iras jusqu'au bac et il y a peut-être un à côté. Et puis toi, de toute façon, tu es déjà casé ici sur la case pro, et puis ça va comme ça. Et se retrouver, par exemple, même moi je me promettais, je revenais dans cet atelier parce qu'il y a 10 ans, je suis avec Christine, on l'avait fait dans ces mêmes classes, et ça avait été tellement formidable. Et puis, et là, d'être en échec, moi je me disais, comme j'ai des sites internet où toute la naïveté, on l'exprime depuis 20 ans, je me disais, waouh, je conclus mes 20 ans d'atelier d'écriture par une sorte... Bah ouais, mais c'est la première fois que je prends dans la gueule que de janvier à mai, je mène un atelier où je n'arrive pas à capter les yeux des gamins. Et inversement, 3 filles dans cette classe avec lesquelles tout d'un coup ça se passe au niveau individuel parce qu'il y a des poèmes qui s'écrivent dans les téléphones et qu'on extorque les poèmes, qu'on les transfère et qu'on se met à travailler. Et puis l'enseignante qui dit « mais tu comprends comment je pourrais m'occuper de ces 3-là avec ce que j'ai en permanence avec les autres ». L'auteur, c'est celui qui écrit sur, c'est-à-dire à quel moment, quelle légitimité je pourrais avoir à écrire sur Argenteuil. Oui, j'écris, je fais des Instagram tout le temps, puis on m'envoie, mais il n'y en a pas marre que tu nous montres la misère. Mais je ne montre pas la misère, je montre une architecture, je montre des couleurs, ma relation à la couleur dans ce truc d'Argenteuil, qu'est-ce que ça me fait changer sur les graphes, etc. etc. Le deuxième point, c'est celui à quoi sert une bibliothèque, et comment se remodèle en permanence la bibliothèque. Juste des choses comme ça. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de vous balader. Nativement, cette bibliothèque est construite comme une agora, donc avec ce truc rond, et dans l'intérieur de ce qui est comme cette coupole de bois, tous les rayonnages et le mobilier est installé pour être un labyrinthe. C'est-à-dire qu'on en plaisantait très souvent avec... l'équipe personnelle, combien de fois j'allais vite par l'atelier chercher un livre et j'étais incapable de trouver le livre parce que le déploiement est fait pour qu'on s'y perde. Et c'est une idée, mais en même temps qui est magnifique, puisque précisément elle est dans cette symbolique de la sérendipité, c'est-à-dire comment on arrive à trouver ce qu'on ne cherchait pas. C'est quoi? J'étais sur Meille, et puis de toute façon, votre douche à l'italienne à la place de votre baignoire, en moins de 8 heures, ça doit pas être ça tout à fait, les trucs. Donc, de toute façon, il m'a mis... bon, je les ai plus les notes. Par exemple, là, apparemment, vous êtes sur un truc horizontal. Bien non, il y a en dessous, par exemple, on a, alors il faut traverser, vous prenez le couloir, je vous donne le code,
Non, je ne donne pas le code, Denis il dit je ne vous donne pas le code de la porte qui donne dans le couloir. Et c'est deux univers complètement de trucs avec par exemple quelque chose qu'est-ce que la notion de service public. Qu'est-ce que ça veut dire que là par contre j'ai plus de pendule, donc il faudra tu me feras ça. Si j'en ai une là, parfait. On a commencé à 15, ouais, moi j'arrête encore 3-4 minutes, pas plus. Comment, par exemple, on ne peut jamais savoir où est quelqu'un de la bibliothèque, puisque toutes les 20 minutes, à peu près, ou je me trompe, un peu plus, circule, et que la part d'accueil, la part de dialogue, la part d'être dans là où on s'implique en tant qu'individu dans la parole, est une circulation ici permanente. Dans cet espace qu'on appelle la réserve, qui est effectivement, c'est pas... par exemple, qu'est-ce que les bureaux sont tristes? On ne connaît pas d'entreprise où on accepterait de travailler dans les conditions qui sont les vôtres, puisque le lieu public est entretenu, alors que jamais il y a eu un coup de peinture en 40 ans dans vos bureaux, a priori. C'est pas très grave, mais c'est surprenant. Par exemple, la question, est-ce que nous, on utilise YouTube, on pense, qu'est-ce que c'est important, y compris parce que c'est un vecteur d'éducation, et que ces vecteurs, pour nous, c'est qu'est-ce qui se transforme de l'écriture et de la lecture à partir des usages. En quoi la notion d'usage peut déplacer cette interface lecture-écriture qui... ne peut se déplacer socialement qu'à condition d'être modifié dans cette relation et pas comme entité séparée. Eh bien, ici, non, c'est interdit. Alors, quand je vais juste... Bah oui, pardon, il faut que j'aille vite dans l'exploration. Donc, il y a ce lieu de réserve où, des fois, quand ils ne sont pas là, j'ai fait plein de photos mais je n'osais pas trop les publier. Maintenant que je ne suis plus à la Bible, je vais pouvoir en balancer, ça ira. C'est passionnant en même temps, voir par exemple, qu'est-ce que c'est émouvant aussi, de voir en quoi chacun, dans sa petite bulle, je ne parle pas de celle de Denis DeVos, qui me regarde, mais en quoi ces bulles affirment précisément ces valeurs symboliques. C'est-à-dire que quand on est à la médiathèque ici, on défend le secteur enfance, jeunesse. Quand on est dans son bureau, on a les livres qui comptent et qui nous ont formés dans la raison qu'on a d'exercer ce métier. Et comment cette relation intime à une sélection d'objets qui, pour soi, a été importante, peut devenir une expression publique. Là, voilà le genre de questions qui m'intéresserait aujourd'hui. Donc, vous savez, dans les bibliothèques, c'est des gros machins en ferraille avec des gros volants de fonte pour tirer les trucs comme ça. Colline me fait rentrer dans celui des livres photos. Et je m'aperçois que dans ce double rayonnage des livres photos, je découvre des livres qui, pour moi, par exemple, l'italien Giacomelli, sont la plus belle propriété, un livre que j'avais dû payer au moins 60 € ou un truc comme ça, mais qui sont... Et tous ces livres de photos étaient là. Qu'est-ce que ces livres de photos font enterrer dans la réserve avec ces machins-là en attendant des herbages? Ben oui, mais simplement, s'ils sont ici, personne ne les regarde, personne ne les demande. Comment, à ce moment-là, vaincre cette espèce de mur, de casser ou de créer cet appel? Ce que je voulais juste là dire, là, en 2 minutes qui me restent, c'est la complexité matérielle d'un lieu comme ça pour arriver à le penser comme relation, y compris dans comment le présent peut être déployé.